Un enfant a besoin de ses géniteurs, le père et la mère, pour son éducation, pour son plein épanouissement. Mais il arrive des fois qu'il ne jouisse pas de cette atmosphère familiale pour son éducation lorsque ses parents se séparent malheureusement. Alors, dans ces conditions, est-il possible de garantir ses intérêts ou les intérêts des enfants? Eh bien, c'est de cela que nous allons parler et nous avons sur ce plateau Modeste Agassouci. C'est bien cela. C'est bien ça, monsieur. Vous êtes enseignant à la retraite et pour ce que j'ai appris, vous avez à un moment donné de la vie élevé seuls vos enfants. Tout à fait. Très bien. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Et en face de vous, Maître Alexandrine Saïzonou-Bédier, bonjour. Bonjour. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat au barreau béninois. Ouais. Merci. Alors, Monsieur Agassouci, dites-nous déjà, qu'est-ce qui peut amener un couple à se séparer? Bon, les raisons qui peuvent amener un couple à se séparer sont diverses, multiples. Et vous savez, il n'y a pas de couple sans problème. Et c'est l'accumulation, n'est-ce pas, de ces problèmes qui aboutissent généralement à la séparation, n'est-ce pas, des conjoints. D'accord. Très bien. Alors, maître, j'ai bien envie de vous poser la même question. Qu'est-ce qui peut amener des gens qui, à un moment donné, se sont dit « oui, je t'aime, moi non plus », qui sont restés ensemble, à décider un jour de s'éclater. Chacun prend ses clics-clacs et va de son côté. Les raisons sont multiples. Ça peut être la malcompréhension, ça peut être l'intervention de parents, ça peut être divers. Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs motifs. Des fois, vous voyez des couples qui viennent au divorce et vous vous posez la question, en fait, qu'est-ce qui les sépare réellement? Voilà. Donc, ils sont les seuls à savoir pourquoi ils ne peuvent plus vivre ensemble. Ils ne partagent peut-être plus les mêmes échelles de valeurs. Ils se sont découverts des caractères qui ont entraîné une certaine incompatibilité. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent qu'à un moment donné, des gens qui se sont aimés se séparent. D'accord. Alors, lorsque le couple est resté ensemble, ils ont certainement ils ont eu à réaliser beaucoup de choses en commun. Ils ont des biens matériels en commun et lorsqu'ils se séparent, ils peuvent se partager même ces biens. Mais il y a un bien dont ils ne peuvent pas se partager comme ça, les enfants. Alors, quand cela arrive, comment ça se passe? Qui réclame la garde des enfants? Bon, c'est une question de compréhension. Des fois, cela amène même à des joutes judiciaires, la garde des enfants. Et soit c'est la femme qui réclame la garde des enfants, soit c'est l'homme qui réclame la garde des enfants. Et cela les amène devant des juridictions. Et c'est les juridictions qui les départagent. Mais moi, mon cas, précisément, Oui. ça n'a pas été ainsi. Ouais, parce que... Cela s'est passé sans problème? Sans problème. La plupart de mes conjointes qui se sont séparées de moi n'ont pas réclamé la garde des enfants. Donc j'ai eu à garder mes enfants et après ma séparation d'avec leur mère. Ah bon, et leur éducation a été facile pour vous? Vous avez des filles parmi vos enfants? La plupart sont des filles. J'ai 4 filles et 2 garçons. Et lorsqu'on vous voit, on sait que vous devez être, si vous ne l'êtes pas encore, c'est que vous n'y êtes pas loin, vous devez déjà être pépé. Ça veut dire que vos enfants, filles, sont déjà grands. Comment avez-vous pu éduquer ces filles, surtout lorsqu'elles commencent la puberté, l'adolescence?
Je dois vous avouer que cela n'a pas été du tout facile. Mais étant moi-même un éducateur, Ouais. bon, j'ai su juguler la chose pour que elle parvienne, n'est-ce pas, à un bon port. D'accord. C'est vrai que déjà, oui, ma fille est née, est déjà mère, donc je suis déjà pépé. Mais la chose a été difficile quand les enfants étaient encore petits. Mais lorsque Généralement, autour de quel âge leur mère s'en vont? la dernière, sa maman est partie lorsqu'elle avait 2 ans. 2 ans. Oui, Wow. oui. Et seul vous en êtes occupé. Vous avez eu recours à des gouvernantes ou bien c'est vous-même qui vous occupez, vous les lavez, vous faites tout? Bon, je ne vais pas dire que je fais tout. J'ai eu déjà que leurs grandes sœurs ont commencé déjà par grandir et elles m'ont aidé dans la tâche. Bon, et j'ai engagé aussi des domestiques, D'accord. oui, qui s'en ont occupé. Très bien. Oui. D'accord. Maître Bédier, vous avez suivi Monsieur Agassossi tout à l'heure qui a eu à élever seul ses enfants. Chaque fois que les femmes partent, elle lui laisse les enfants. Mais généralement, ce sont les femmes qui réclament la garde des enfants. Et aussi, dans certaines familles, on dit tant que si vous n'êtes pas arrivé à doter la femme, c'est que les enfants ne sont pas encore les vôtres. Et du coup, la question de la garde des enfants ne se discute même pas. Ce sont les femmes qui les récupèrent pour plusieurs raisons. Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment se disputer pour avoir la garde des enfants? En principe, non, parce qu'on devait pouvoir mettre au-dessus de tout l'intérêt supérieur de l'enfant. Et lorsque on ne s'entend plus, qu'on puisse au moins se retrouver autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est l'éducation des enfants. C'est leur épanouissement psycho-affectif. Et lorsque vous dites que souvent ce sont les femmes qui réclament la garde, je ne dirais pas que c'est juste. C'est pas juste. Ah bon? Parce que je parle d'expérience professionnelle. On voit également des hommes venir réclamer la garde des enfants. Et ce n'est pas nécessairement pour pouvoir, c'est pas nécessairement par amour ou bien parce qu'on est en mesure d'offrir un meilleur cadre aux enfants. On le fait tout simplement pour chicaner, parce qu'on veut faire mal à la femme qui ne veut pas se séparer, à la mère qui ne peut pas vivre sans ses enfants. Mais vous savez, ce sont les femmes aussi qui se disent, l'homme, il va se refaire une vie, la nouvelle femme qui va venir, elle va maltraiter mes enfants. Par conséquent, un peu comme le disait tout à l'heure l'humoriste, si je mange du sable, mon enfant aussi va manger du sable. Et puis, malgré leurs conditions de précarité, elles font coûte que coûte tout pour avoir à leur côté leurs enfants. Je voudrais vous dire qu'on peut être plus heureux dans une chaumière que dans un palais. Ce n'est pas parce que la femme est dans un état de précarité qu'il ne peut pas élever son enfant. Le père qui est séparé doit pouvoir contribuer à l'entretien de ses enfants-là, doit pouvoir donner les moyens à la mère pour s'occuper de ses enfants. La question qui se pose ici, lorsque les parents ne peuvent plus rester ensemble, c'est de pouvoir voir quel est le parent qui offre le meilleur cadre à l'épanouissement psycho-affectif. Le cas de monsieur le professeur est un cas atypique. Parce qu'en principe, s'il était régulièrement marié avec ses femmes, il devait pouvoir aller au divorce d'abord. Même si les femmes décident de partir, c'est une séparation qui n'est pas légale. Donc il faudra aller devant le juge pour demander qu'il constate que nous ne vivons plus ensemble et de prononcer la séparation. Et maintenant, c'est le juge qui prend les mesures provisoires en disant quel est le parent qui peut garder l'enfant. Le juge peut ordonner une enquête sociale, désigner un assistant social, une assistante sociale pour aller voir dans quel cadre les deux parents vivent. Quel est le parent qui peut mieux éduquer les enfants. Donc c'est après tout ça que le juge rend une décision. Ici, les femmes sont parties, je trouve qu'elles sont irresponsables. Elles sont parties, elles n'ont pas joué leur rôle de mère. Parce que le code de l'enfant est clair.
Le père et la mère doivent pouvoir éduquer les enfants, les nourrir, les guider, faire leur déclaration de naissance, s'occuper de leurs enfants. Qu'on soit séparés ou pas, on doit pouvoir avoir un œil sur l'éducation de ces enfants. Tout à fait. Donc, partir comme ça, laisser les enfants. Et je loue. Moi-même qui suis ici, malheureusement, mes parents n'ont pas été séparés, mais c'est la mort qui les a séparés. J'ai été élevée par mon père. J'ai vu tout le sacrifice. Et quelque part, il s'est donné, mais il y a toujours un manque. Ouais. L'enfant recherche toujours le parent avec qui il n'a pas pu. Pour son équilibre. Moi, j'ai eu des tantes qui étaient là, qui essayaient de combler, mais quelque part, une mère, ça fait toujours un père et mère grandir entre ses parents. Ça a toujours quelque chose de bénéfique pour l'enfant. Absolument. Et nous allons à présent prendre les avis des citoyens que nous avons rencontrés dans la ville de Cotonou. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette séparation des couples, comment surtout garantir les intérêts des enfants? Ils en parlent au micro de Arnaud Adadja. Quand on parle de famille monoparentale, ça a deux aspects. La première, c'est qu'on parle des enfants dont le père ou la mère se sont divorcés et l'éducation revient à une personne. Et quand on a assez ouvert au filet au caca, au filet de son olé à rousou d'autanoume, ben bon olé à tout filet d'homme. Maman, aya dit vieux, fito pour le vino pour donner rêve. Fito dans Dieu do, vino qu'elle n'a qu'aucun caca, fille de ou dio, et ouais n'a bludé. Et bleu la boque n'a pas, minimum Dieu donner des sous au carré. Et j'ai quand on dit bleu de pour donner, on dit va durer n'a eu à route. Il y a beaucoup de pères malheureusement qui, dès que les deux parents ne sont plus ensemble, dès que la maman de l'enfant n'est plus sous leur toit, eh bien, ils se désengagent de toute responsabilité financière et matérielle, ce qui n'a rien de logique. Certains enfants ne suivent ou n'écoutent prépondérément que la voix du père. Et donc, lorsque le père n'est pas là et que l'enfant se trouve avec la maman, vous imaginez qu'il y aura un certain nombre de choses que l'enfant ne suivra jamais. Jusqu'au jour, peut-être, la vie va lui donner une bonne leçon à travers les expériences. Ou c'est papa qui est faible et on se dit déjà que nous sommes grands. Or, on oublie qu'un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Et quand bien même la maman nous parle, on s'entête. Et c'est quand on arrive à son étape qu'on se rend compte que tout ce qu'elle nous disait était réel. La préservation des intérêts de l'enfant dans ces conditions est laissée, je dirais, à la portée des parents et des ONG qui œuvrent dans ce sens. Le père comme la mère ont tout intérêt à voir leur enfant grandir dans de bonnes conditions et à le voir réussir dans la vie. Donc je me dis, voir un père qui ne pense pas à l'avenir de son enfant ou une mère qui ne pense pas à l'avenir de son enfant, je ne pense pas qu'il y ait de ces parents-là. Donc, il suffit juste d'essayer de voir si on ne pourrait pas régler les différends qui surviennent lors des petites histoires de famille. Et si c'est possible, arranger au mieux les situations pour que les enfants vivent dans de bonnes conditions. Généralement, nous vivons dans des situations difficiles. Les gens n'ont pas un régime matrimonial. Et là, ça complique les choses. Ils ne se marient pas et vivent en concubinage notoire. Et dans ces conditions, quand il y a séparation ou clivage du lien, ça cause d'énormes difficultés aux enfants surtout. Quand une mère se retrouve dans une situation pareille, elle est en droit de revendiquer ne serait-ce que des pensions pour faire face aux dépenses éventuelles liées à l'éducation et à l'épanouissement de son enfant, tout le moins. Si elle se sent abandonnée par le père, dans le sens où le père ne lui apporte plus le soutien nécessaire, la mère peut déjà porter l'action devant les autorités compétentes. Mais l'enfant, s'il a la possibilité de le faire, il peut le faire aussi. Mais dans notre milieu, particulièrement au Bénin,
on prend mal le fait qu'un enfant attrait devant les juridictions ses auteurs. Voilà, vous avez suivi quelques réactions des citoyens que nous avons rencontrés dans la ville de Cotonou. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur Agasoussi? Non, les réactions des uns et des autres, la réaction des uns et des autres est tout à fait pertinente, oui. Et tel que Madame la juriste vient de le dire, et même après la séparation des parents, ils sont tenus, n'est-ce pas, les parents sont tenus, n'est-ce pas, de sauvegarder les intérêts, n'est-ce pas, des enfants. Vous savez, lorsque les enfants sont avec leur mère, il est souvent exigé, par exemple, du père qu'ils contribuent à leur éducation de façon financière et même matérielle. Lorsque la garde des enfants est assurée par le père, est-ce qu'il y a également les femmes qui viennent supporter financièrement, matériellement l'éducation de leurs enfants avec leur père? Certaines, oui. Certaines... Cela a été votre cas? Cela a été mon cas. D'autres, bon, moi, j'ai eu, je ne sais pas, la malchance d'avoir été polygame. Il y a eu 3 femmes qui m'ont fait d'enfants et elles sont toutes parties. Mais parmi les 3 femmes, il y a une qui n'a pas laissé, malgré qu'elle s'est remariée, elle n'a pas laissé ses enfants. Oui, elle envoyait de temps en temps des vivres, de l'argent, des fournitures scolaires pour les enfants. Par contre, les 2 autres ont pratiquement fait dos aux enfants et m'ont laissé totalement la charge des enfants. Vous voyez. Donc, ça doit être assez difficile, assez pénible. Parfois, les enfants aussi ont envie d'échanger avec leur mère. Elles ne viennent pas, au moins les écouter, les conseiller un peu? Non, non. Elles se sont remariées et puis bon, elles n'ont plus demandé d'après les enfants. Et à un moment donné, est-ce que les enfants ont éprouvé le besoin, Madame l'a dit tout à l'heure, à un moment de la vie, vous sentez un vide, le besoin de communiquer avec votre mère, par exemple, si c'est elle qui n'est pas là. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez été confronté à cette réalité où vos enfants ont eu envie de communiquer avec leur mère? Il n'y a pas ce jour que les enfants ne réclament leur mère. La preuve est que lorsque les aînées sont devenues grandes, mais elles ont cherché leur mère et elles les ont rejointes pratiquement. Est-ce que vous voyez? C'est comme si, pour moi, je ne faisais... Je ne comprends pas, Il y a cet amour maternel qui est inné, n'est-ce pas, en chacun de nous et dans les enfants, qui fait que il est difficile de se détacher. Ils sont attirés par leur mère. D'accord, très bien. Maître Bédia, vous avez suivi également les réactions de quelques citoyens que nous avons rencontrés dans la ville de Cotonou. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ce qu'ils pensent par rapport à la séparation des enfants? Je crois qu'ils ont appréhendé les réels problèmes qu'il y a lorsque les parents ne vivent pas ensemble. Mais je voudrais dire une chose, c'est que vous parlez de famille monoparentale comme si la famille monoparentale résulte nécessairement d'un divorce. Au Bénin, ici, nous avons beaucoup de familles monoparentales tout simplement parce qu'on ne s'est pas entendu pour faire un enfant. Aujourd'hui, j'ai vu cet homme, il est bien habillé, il a les moyens, on s'arrange pour se retrouver dans son lit et du jour au lendemain, on vient lui présenter une grossesse. Des fois, la grossesse est complètement avancée, on est à 7 mois, à 6 mois, avant de lui envoyer un message, j'attends un enfant de toi. Dis donc. Lorsque le père n'est pas préparé à la chose, ça pose des problèmes. Il y a d'abord la peur,
Ensuite, il y a l'irresponsabilité de certains, ou bien le monsieur est déjà dans les liens du mariage et ne tient à son ménage et commence parce qu'un enfant, ça se programme. Un enfant, c'est des charges qu'il faut préparer, il faut organiser. Donc, la monoparentalité résulte aussi bien. Ça peut résulter du divorce, du fait qu'on ne s'est pas entendu, c'est des enfants qui sont nés en mariage. Mais je voudrais dire, par rapport à ce que monsieur le professeur a dit, les enfants ont toujours tendance à aller vers le parent qui ne voit pas. Je dis, c'est des efforts vains que d'empêcher un père ou une mère d'être en contact avec ses enfants. C'est un regret par la suite, parce que l'enfant, une fois majeur, à un âge de prendre ses responsabilités, a toujours tendance à aller vers le parent, juste pour savoir pourquoi tu m'as abandonné. D'accord. Mais parfois, quand le parent qui a la garde de l'enfant se rappelle des conditions dans lesquelles ils se sont séparés, ils n'ont souvent pas l'amabilité de laisser l'enfant aller vers le second parent. On lui interdit pratiquement toute fréquentation. C'est une erreur qui se fait souvent parce que les ressentiments n'ont pas de médicaments. Donc, une fois que vous êtes parent, vous devez taire vos ressentiments et ne voir que l'intérêt supérieur de l'enfant. Si vous n'avez pas pu réussir votre mariage, votre vie à deux, votre concubinage, réussissez au moins l'éducation de vos enfants. Il n'y a rien qui puisse expliquer que des parents qui ont fait des enfants ensemble, qui à un moment donné ont eu une certaine intimité pour donner vie, ne puissent pas se retrouver, quelle qu'en soit la difficulté, ne puissent pas avoir la hauteur d'esprit pour se dire, nous avons des enfants qui n'ont pas demandé à naître et nous devons nous entendre par rapport à l'éducation. Et dans les procédures de divorce, on joue avec les enfants comme aux billes. Oui, je sais qu'il est attaché à Jean, donc je vais demander la garde de l'enfant. Ce n'est pas pour s'en occuper. D'accord. C'est pas pour s'en occuper. Tout à l'heure, vous allez mieux nous éclairer un peu comment cela se fait, ce que dit la loi, comment on peut se répartir la garde des enfants lorsque le couple a peut-être 2 ou 3 enfants. Est-ce qu'il faut que les 3 enfants aillent d'un côté ou bien faut-il les partager? Vous allez un peu nous éclairer sur ce que dit la loi par rapport à ça. Nous allons à présent établir la liaison téléphonique avec notre expert en ligne. J'ai le plaisir de... Oui, professeur Toussaint Sagbo-Fanou, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à la retraite, vous avez été directeur de collège d'enseignement général, vous êtes également psychopédagogue. Nous parlons aujourd'hui de la monoparentalité lorsqu'il faut que l'éducation d'un enfant ou des enfants soit assurée par un seul membre du couple. Comment cela se passe? Comment faut-il garantir les intérêts des enfants? C'est bien de cela que nous parlons aujourd'hui. Et dites-nous, pour avoir été en contact permanent avec les enfants durant toute votre carrière, dites-nous, est-ce que les enfants éduqués dans une atmosphère de monoparentalité sont-ils souvent épanouis? Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs. D'abord, c'est très difficile de s'assurer qu'un enfant qui est éduqué dans un ménage monoparental soit totalement équilibré comme quelqu'un qui l'a été dans un foyer où le couple est réuni et tout le monde est réuni. Cela fait un. Il faudrait aussi mettre dans la tête de tout le monde que lorsque, pour des raisons diverses, l'homme se sépare de son épouse, ou bien quand enfin vice-versa, il faudrait qu'il prime l'intérêt de l'enfant de sorte que, quelle que soit la distance qu'ils prennent entre eux deux, ils doivent faire en sorte que l'éducation de l'enfant continue d'être assurée d'une façon ou d'une autre par les deux. Maintenant, la question que vous me posez, elle est pertinente, parce que c'est relatif. Et ce n'est pas automatique. Ce n'est pas dit que systématiquement, lorsqu'un enfant est né dans un milieu, enfin, il est éduqué dans un milieu monoparental, il est d'office moins équipé mentalement, psychologiquement, moins équilibré que quelqu'un qui a vécu dans un ménage qui est au complet. Mais la plupart des cas d'enfants un peu particuliers que nous recevons dans les formations scolaires, dans les milieux sociaux en général, la plupart de ces enfants qui sont plus ou moins déséquilibrés ou bien récalcitrants
ou alors presque insupportables quand on va chercher leur histoire. Soit ils vivent uniquement avec la mère, ou bien ils sont avec le père qui n'est pas toujours à la maison, toujours disponible, de sorte que leur éducation en prend un bon coup. D'accord. C'est pas conseillé, c'est pas souhaitable. D'accord. Alors, lorsque les parents ne peuvent plus se supporter et qu'ils doivent se séparer, à qui devrait revenir, selon vous, professeur, la garde des enfants? Ah ben ça, écoutez, c'est pas de mon ressort, hein, c'est la justice qui en décide. Mais généralement, ce que nous constatons, c'est que la justice décide que ce soit la mère, hein, je crois, sauf si la mère ne remplit aucune condition éducative, sociale, psychologique, exemplaire pour pouvoir garder l'enfant. Sinon, souvent, je crois, quand l'enfant n'a pas encore un âge donné, c'est la maman qui le garde parce que on suppose que la maman a assez d'affection à donner à l'enfant qui en a le plus grand besoin. Ouais. Le père étant au four et au moulin, c'est pas évident qu'il puisse vraiment se charger de façon effective de l'éducation, aussi bien psychologique que financière, que physique de son enfant. Donc, personnellement, je crois que une mère bien équilibrée, généralement, les mères ont toujours un grand amour pour leur enfant. Et une mère bien équilibrée qui n'est pas tout le temps dehors la nuit ou bien qui ne chevauche pas partout pour chercher soit du fric ou une mère de ce genre peut garder son enfant, mais toujours mettre à l'esprit pour l'enfant que son papa est là-bas, il va venir, il va l'appeler et faire en sorte qu'il y ait une communication entre l'enfant et le père. Parce que c'est demain, quand cela n'a pas été assuré, c'est demain que ça porte des conséquences graves. D'accord. Un enfant qui n'est pas du tout en contact avec son papa, qui ne connaît que sa maman. Les pots cassés, c'est pour le futur. D'accord. Alors, lorsque l'un ou l'autre parent s'est remarié et a fondé une nouvelle famille, est-ce que vous pensez que toujours dans le souci de garantir les intérêts des enfants, le parent avec qui l'enfant ne vit pas peut de temps en temps rendre visite bien, à ses enfants dans le nouveau ménage de son ex-conjoint? C'est pas facile en Afrique, hein. En Europe ça se fait, mais en Afrique c'est pas évident. Mais d'abord il y a deux volets là. Il faudrait forcément que le nouveau mari de la maman se dise qu'il est le père, le responsable numéro 1 de l'enfant que cette femme lui a amené. Qu'il joue assez bien le rôle de père. Mais parfois, il y a certains enfants qui n'acceptent pas le nouveau parent qui n'est pas leur géniteur. Ah oui, et là, je vous assure que c'est un cas très, très délicat puisque j'ai un cas présentement qui est en cours où le mari a demandé le divorce parce que l'enfant qui est venu avec sa nouvelle femme ne le supporte pas du tout, fait des caprices terribles, l'affaire est à la justice. Mais c'est des cas un peu isolés, surtout quand c'est un petit enfant. Le papa, le nouveau papa doit jouer ce rôle. Mais il faudrait faire en sorte que l'ancien papa, le père géniteur, puisse être soit dans un lieu bien précis, soit dans un milieu donné, même en dehors du foyer conjugal, hein, du nouveau foyer conjugal de la femme. Il faut que le père géniteur puisse être en contact avec son enfant de temps en temps. Et là, vous voyez, c'est un peu délicat parce que la maman qui va peut-être avec l'enfant, si l'enfant est petit, la maman qui va avec l'enfant voir le père géniteur, ça suscite une jalousie chez le père adoptif. Ensuite, le père géniteur il peut se faire toute une idée, bien sûr. Ouais, et ça là, ça peut créer encore de nouveaux conflits ou tout simplement ramener la femme à la case départ. D'accord. C'est tout à fait délicat, c'est une affaire de sentiments. Merci beaucoup, professeur Toussaint Sagbofanou. C'est moi qui vous remercie. Oui, agréable journée à vous. Nous revenons Nous revenons sur ce plateau. Vous avez écouté le professeur. Lorsque un ex-conjoint doit rendre visite à ses enfants, eh bien, ça crée souvent de problèmes. Si, entre-temps, vous, par exemple, vous devriez aller rendre visite à vos enfants, si la maman était partie avec les enfants, est-ce que vous pensez que ça peut être facilement acceptable par l'autre nouveau conjoint? Il est évident que cela ne peut pas être, il ne peut pas l'accepter aussi facilement comme vous êtes en train de le dire. Oui, parce que il va penser que le fait de nous revoir peut nous
nous réunir encore, bien, peut susciter encore les vieilles amours. Tout à fait. Oui. Et là, ça peut rapidement amener encore à d'autres choses. Et tout à l'heure, il a évoqué les cas d'un nouveau divorce qui surviennent généralement lorsque l'enfant qui n'est pas l'enfant du nouveau mari rejette ce parent. Comment ça se gère, Maître Bédier? Je trouve que ce parent, excusez-moi, n'aime pas fortement son épouse, ni cet enfant-là. Parce que si c'était son propre enfant, il ne va pas le renier. Il ne va pas le renier, il trouvera les solutions, les moyens pour amener l'enfant à la raison. Mais s'il fait tout et que ça ne marche pas? Si c'est son propre enfant, il ne divorcerait pas. Divorcerait-il parce que l'enfant qu'ils ont eu ensemble n'est pas sage? C'est tout simplement parce que c'est l'enfant d'autrui. Si par exemple, le père, lors des rencontres, le père à un moment donné a soufflé à l'enfant, écoute, tu sais quoi, c'est à cause de celui qui est aujourd'hui l'époux de ta mère que nous nous sommes séparés parce que ta mère commettait des infidélités. Est-ce que vous pensez qu'un enfant peut pardonner cela à son nouveau père? Pour moi, un enfant n'a pas à juger ses parents. Je suis formelle là-dessus. L'enfant n'a pas à juger ses parents. Mais par respect pour la vie qu'on lui a donnée. Mais il n'a pas encore tout le bagage psychologique nécessaire pour comprendre et faire la répartie. J'estime qu'un enfant qui se comporte comme ça est mal élevé. Tout simplement, est mal élevé. Parce que c'est encore aux parents de pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de taire leur ressentiment et d'élever cet enfant. On ne peut pas élever un enfant dans la haine de son père ou de sa mère, parce que nous sommes séparés, même si l'enfant, même si on reproche à la mère d'avoir des comportements déviants, ce n'est pas au père de le dire à son enfant. Le père devait préserver l'enfant et ne pas l'informer. C'est leur affaire à eux. On ne doit pas répercuter ça sur l'enfant et c'est l'erreur que nous commettons. Oui, tu sais, ton papa a fait ça, tu sais, ta maman était... On n'a pas à dire ça à un enfant. Donc, le problème vient de nous, les adultes, vient de nous, les parents. Et le professeur a dit quelque chose tout à l'heure, que la garde est souvent confiée aux femmes. Il n'y a aucun test qui le dise. Ce que la loi dit, c'est ceci. Lorsque les parents sont ensemble, sont dans les liens du mariage, ils exercent ensemble la garde de leurs enfants. Ils interviennent ensemble dans l'éducation de leurs enfants, ils guident leurs enfants ensemble. Maintenant, quand ils sont séparés, l'autorité parentale est exercée par le parent qui a la garde. Et quand le parent qui n'a pas la garde, son droit de visite et d'hébergement de son enfant est organisé. Mais le droit de visite, ça ne s'exerce pas nécessairement au domicile de la mère. S'il y a des handicaps, si la présence du père de l'enfant peut créer des ennuis à la mère, ou bien l'époux qui est là a peur que les vieilles bûches s'enflamment, ils peuvent s'entendre que le père vienne, récupère l'enfant. En sa présence? Non, on s'entend, la mère peut amener l'enfant quelque part. On récupère l'enfant là, il va se balader avec son enfant, il prend du temps avec son enfant, il développe des projets ensemble, et puis il retourne l'enfant. Mais il a le droit également, il a droit à héberger l'enfant. Et souvent, comment les juridictions organisent ça? Soit c'est le premier ou le dernier week-end du mois, soit c'est le premier et le deuxième week-end du mois, ou c'est le troisième le cas. En tout cas, la personne, le parent qui n'a pas la garde au moins 2 week-ends par an et la moitié des congés et vacances scolaires. Il n'y a pas un parent, sauf si on rapporte la preuve de ce que la présence de l'enfant au domicile du père ou de la mère constitue un danger pour l'enfant. Si on rapporte la preuve, le juge peut pour le suspendre le droit de visite et d'hébergement du parent qui n'a pas la garde. Mais qu'on dise que c'est souvent aux femmes, le juge tient toujours compte de celui qui peut mieux garder l'enfant dans l'intérieur. Mais quand un enfant est encore au sein, on ne peut pas le séparer de sa mère. Donc, il y a certaines circonstances qui amènent le juge à... Mais dans toute décision relative à l'enfant, c'est son intérêt supérieur. Et le Code de l'enfant aujourd'hui a prévu, lorsque l'enfant peut faire l'objet de discernement, est capable de discernement, le juge peut l'appeler, l'entendre, savoir où c'est à partir de quel âge? Mais le juge n'est pas...
L'âge de discernement, on n'arrive pas, les tests ne l'ont pas précisé, mais souvent, entre 10 et 12 ans, déjà, les juges commencent à faire venir les enfants, à poser des problèmes, des questions aux enfants pour savoir. Mais le juge n'est pas tenu de suivre la volonté de l'enfant, parce que l'enfant peut rester avec maman, peut vouloir rester avec papa parce qu'il n'est jamais là, il est devant la télé, il regarde des films porno, il fait ce qu'il veut, ou bien rester avec maman qui n'est jamais là, et puis... Voilà. Et donc, c'est le juge qui décide de là où l'enfant... Et puis, je tiens à préciser, parce que les gens le savent, la garde est toujours provisoire. Oui. Si aujourd'hui, le juge confie la garde à la mère ou au père et constate, ou bien le père, celui qui n'a pas la garde, constate que son enfant n'est pas bien élevé, il peut toujours revenir devant le juge qui va modifier la garde. D'accord. Très bien, merci beaucoup. C'est une émission qui intéresse beaucoup et étant une émission interactive, les téléspectateurs participent également et nous envoient beaucoup de messages. Je vais commencer à lire quelques-uns si vous le permettez. Justement, nous avons, comment dit-on, Shamsdin Badaro qui dit « c'est un bon sujet ». Il y a André Bachiumba qui dit « salut chers tous, cette question est très sensible. La protection des droits humains, la lutte contre la traite des enfants, le divorce des parents doit pouvoir amener chacun des parents à protéger les intérêts de l'enfant qui n'a pas demandé à naître, quelle que soit la mésentente des parents. Quelquefois, la mésentente des parents affecte à coup sûr les enfants. L'un ou l'autre cherche à se venger et c'est dommage, dit Madame. Il y a Benoît Rondia qui dit « La meilleure manière pour épargner les enfants des conséquences d'une séparation, c'est d'éviter de se séparer. Autrement dit, à mon avis, il n'y a pas de magie à faire pour que les enfants ne subissent pas le contre-coup d'une séparation des parents. Le divorce est presque toujours la conséquence logique de profondes divergences ou de situations conflictuelles dans le couple. Les enfants assistent souvent impuissants à ce déchirement et cela les traumatise. Résultat, échec scolaire, déprime. Pour la garde des enfants, le couple peut s'entendre sur la question dans le cadre d'un divorce par consentement. Autrement, c'est un divorce pour faute. Autrement, si c'est un divorce pour faute, la justice avise en désignant le parent qui peut garder les enfants dans l'intérêt supérieur de ces derniers. Et Mermoz Lidéo dit ceci, l'idéal est que les parents restent dans un foyer normal, constitué des deux parents pour profiter au mieux de leur présence, leur affection, leur protection et leur éducation. Mais il arrive des cas où tout se passe comme dans un monde idéal. Ainsi, les enfants restent avec un des parents ou sont placés chez des parents ou des foyers d'accueil. Je ne pense pas qu'il y ait forcément une solution miracle ou qui fonctionne à tous les coups. Moi, personnellement, j'ai été élevé exclusivement par mon père à partir de l'âge de 7 ans jusqu'à mon bac. Certains de mes camarades ou amis qui avaient tous les deux parents présents n'ont pas forcément eu la bonne éducation que j'ai eue. Ils n'ont pas forcément eu non plus le parcours que j'ai eu. D'autres ont été dans un cas, d'autres qui ont été dans mon cas se sont laissés aller et ont pris des chemins dangereux. Et il y a également Madame Chantal Sekloka qui dit que ça va être difficile. Le nouveau mari ne va pas l'accepter facilement pour cause de jalousie. Et elle répondait à la question quand l'ex-conjoint vient rendre visite à ses enfants au domicile de la nouvelle femme. Et puis, il y a Maoumé Arguende Dongue qui dit ceci, vraiment, ce sujet est vraiment pertinent puisque de nos jours, les divorces sont monnaie courante et cela agit vraiment sur l'éducation des enfants. Moi, personnellement, j'en ai été victime et mes enfants aussi par manque de dialogue et pour ne pas vous mentir, mon regret est énorme. Dans le cas où le divorce survient, c'est souvent à la femme qu'est laissée la charge des enfants si ces derniers sont mineurs. Dans le cas où ils sont déjà majeurs, eux-mêmes choisissent. Et avec la génération montante, c'est vraiment de la catastrophe. Vous allez voir une femme qui a un enfant moins d'1 an que le monsieur laisse pour raison, je ne saurais
le dire. En cette matière, et cette dernière se permet le vilain luxe d'aller déjà sur le lit d'un autre homme, d'où nous pouvons parler de son infidélité. Et pour faire une confidence, c'est ce qui a fait que moi, je suis devenu pépé aujourd'hui à moins de la cinquantaine. Nous devons vraiment prendre conscience, sinon, comme le dit un adage, quand deux éléphants se battent, ce sont les mauvaises herbes, c'est-à-dire les enfants qui en souffrent. Je nous exhorte à la communication, c'est très important. Il y a Madame Bilikis qui dit: il y a parfois des couples qui font la simple cohabitation, essaient de garder un minimum d'harmonie afin de permettre aux enfants de vivre dans un environnement un peu équilibré à un âge raisonnable. Ils sont informés et les parents peuvent alors divorcer librement. C'est une option. Il y a... Oui, Madame Maître Saïzonou aussi a réagi. Elle est déjà sur ce plateau par rapport à ce sujet. Il y a Madame Claire Roukan-Ayemona qui a dit ceci: le divorce, c'est l'échec d'un projet de vie. C'est comme une entreprise créée qui tombe en faillite, une épreuve pas toujours facile. Tout comme on peut tirer leçon d'un échec pour se reconstruire et sauver les meubles, on peut aussi se passer l'étape d'un divorce sans laisser trop de cicatrices dans le cœur des enfants, à condition d'agir en tenant compte de leur intérêt supérieur. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans beaucoup de séparations où les parents prennent les enfants en otage et se font des chantages avec un conseil que j'ai souvent donné aux couples en difficulté: on ne divorce pas sur un coup de tête. Tout comme le mariage, le divorce se prépare avec une réflexion approfondie sur les causes, les effets, les attentes et les conséquences sur les enfants. Ne mêlez pas les enfants à vos conflits et quels que soient les sentiments, discutez de façon responsable de l'avenir des enfants en ayant toujours à cœur ce qui est bon pour eux et non en imposant une décision selon son bon vouloir. Voilà, assez de messages que nous avons reçus. Hein. Il y en a qui continuent de pleuvoir. Déjà, ces réactions que vous avez eues, qu'est-ce que cela vous inspire? Vous pensez aujourd'hui que pour assurer la garde ou bien assurer l'intérêt supérieur des enfants, mieux vaut que les parents ne se séparent pas, quelles que soient les divergences et les difficultés qu'ils traversent? Tel que l'a dit un internaute, oui. internaute, que lorsque les éléphants se battent, ce sont les herbes, n'est-ce pas? Les enfants. Les enfants oui, oui. C'est que les enfants sont les principales victimes des séparations. Parce que quelle que soit l'affection que va donner à l'enfant le parent qui a sa charge, il y aura toujours c'est-à-dire, il faut nécessairement les deux parents pour l'épanouissement de l'enfant. Vous voyez? Parce que le professeur Fanou, dans son intervention, avait dit que la plupart des enfants indélicats dans les écoles sont des enfants issus de foyers monoparentaux. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il faut nécessairement l'apport des deux parents pour que l'enfant puisse épanouir comme il se doit. D'accord. Est-ce que c'est vrai, Maître Saïzonou Bédia, vous l'avez dit, pour l'éducation des enfants, il faut le concours des deux. Beaucoup d'ailleurs ont souhaité que l'enfant vive et grandisse au milieu de ces deux géniteurs. Est-ce que vous pensez que cela garantit toujours la bonne éducation à l'enfant, surtout aussi quand ça ne va pas entre les deux parents? Est-ce qu'au nom de l'intérêt supérieur des enfants, il faut se sacrifier et supporter les caprices de l'autre et rester là pour que l'enfant se développe et grandisse avant de prendre lui-même sa décision? Oui, c'est une question assez délicate parce que je prends l'exemple de nos mères, nos grands-mères qui disent « vivre tout ».
À cause de mes enfants, je reste. Et les parents restaient. Et ça marche. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'informatique, des NTIC, où les enfants sont ouverts sur le monde et voient ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, on leur apprend leurs droits, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On ne connaissait pas nos droits. Nous, ce qu'on savait, c'est qu'il faut respecter son père, sa mère. Et aujourd'hui, l'enfant a le droit. Vous ne pouvez plus prendre son téléphone sans son avis. Et tout. Donc, c'est beaucoup plus délicat de rester pour rester. Je dis, il vaut mieux se séparer lorsque vous deviez offrir tous les jours aux enfants un spectacle désolant où vous vous battez tous les matins, où vous vous dites des grossièretés en présence des enfants. C'est cela qui traumatise même les enfants. C'est ça qui traumatise les enfants. Je préfère qu'on se sépare pour mieux se respecter et pour protéger les enfants. Mais on doit pouvoir faire l'effort, lorsqu'on a des enfants, de ne pas s'en tenir à des futilités et de voir ce qui peut être un handicap pour l'épanouissement de l'enfant. Mais je voudrais dire quelque chose. Lorsqu'on dit que c'est souvent dans les familles monoparentales que les enfants sont récalcitrants et tout, il y a des enfants qui ont été élevés par leur père et leur mère, qui ont grandi dans la maison où vivaient le père et la mère. Pourtant, ce sont des enfants très compliqués. Non, lorsque les parents sont fonctionnaires, le papa est toujours entre deux avions, la maman n'est souvent pas là, et puis c'est la domestique qui s'occupe de leur éducation. On ne peut que s'attendre à ce résultat. Et même le papa peut être là, mais lorsqu'il rentre, il est devant la télé, il a son journal, ou bien c'est les matchs qu'il suit, il ne voit rien, il ne sait pas. Je ne pense pas. Un parent, lorsqu'il rentre le soir, quelle qu'en soit son activité, doit pouvoir aller vers ses enfants. Même si le fait de savoir que papa, à quelle heure, à n'importe quelle heure, il rentre, il vient taper à ma porte, il voit si je suis couché, qu'est-ce que je fais. Il prend de mes nouvelles, ça fait du bien déjà à un enfant. Mais c'est pas, moi je dis, c'est pas la vie à deux qui garantit une bonne éducation à l'enfant, qui garantit l'épanouissement de l'enfant. Lorsque vous êtes là indifférent, vous ne vous parlez pas, ou bien le papa est là, c'est la terreur de la maison. Dès qu'ils rentrent, les enfants se tiennent à carreau, ils doivent se cacher, maman ne peut. Et les enfants se laissent aller seulement lorsqu'ils sont seuls avec leur maman. Je dis, ça ne sert à rien. D'accord, très bien. Les parents doivent pouvoir, dès lors qu'on a décidé, excusez-moi, je tiens à cela, il faut que les parents aujourd'hui, ceux qui veulent être réellement des parents, s'asseyent pour dire, je veux un enfant de toi. Après avoir étudié, c'est vrai qu'on dit que l'être humain n'est pas du gombo qu'on essaie de voir, mais repérer chez l'autre certaines qualités déjà, une certaine échelle de valeur, se dit, à défaut d'être une bonne épouse, elle peut être une bonne mère. À défaut d'être un bon père, il peut être d'un bon mari, il peut être un bon père. Et allez, vous faites un enfant maintenant, cet enfant qui est venu par amour, il n'y a rien qui... Quelles qu'en soient vos difficultés, on essaie chacun de vous à un certain degré d'amour pour cet enfant qui ne vous porte pas vers la haine, qui ne vous porte pas vers le désintérêt vis-à-vis de cet enfant. Je dis c'est une question d'éducation des parents et surtout des jeunes qui veulent être des parents pour dire on ne rencontre pas un homme dans la rue parce qu'il est beau, il a une voiture, il a une situation, rentrer dans son lit et le faire. Un enfant, ça se désire. Un enfant, ça se programme. Un enfant, ça se planifie. Tant que nous ne ferons pas ça, nous serons toujours à vivre cette difficulté-là. Merci beaucoup, madame. Le débat, il est très intéressant. Honnêtement, si ce n'est pas que nous sommes tenus par le temps, j'ai bien envie de vous poser d'autres questions. Tout compte fait, le débat se poursuit de l'autre côté. Vous qui suivez cette émission, vous allez continuer. J'ai bien envie de vous laisser aussi 30 secondes pour votre mot de fin très rapidement, monsieur Agassosi. Merci, monsieur le journaliste. Et madame la juriste est allée, n'est-ce pas, à la racine du mal. Parce que tout cela arrive parce que les préalables d'une vie conjugale ne sont pas respectés. C'est ça qui amène souvent ces séparations-là. Oui. Merci beaucoup. Donc, il faut, avant de se mettre en couple, il faut s'étudier, il faut se parler, élaborer un projet de vie en commun et savoir que oui, savoir que l'on est ensemble pour un lendemain meilleur, pas pour
se séparer après, surtout si on doit penser à l'éducation des enfants. Infiniment merci à vous. Je rappelle que vous êtes Modeste Agasoussi, vous êtes enseignant à la retraite. Vous avez eu à élever seul en tant que père vos enfants parce que vous êtes séparés de vos épouses. Merci d'être passé dans cette émission, faire ce témoignage. Merci également à vous, madame. J'espère que vous vous rendrez encore disponible pour une autre thématique un de ces jours. Merci beaucoup. Avant de clôturer, il y a un message que j'ai bien envie de partager avec vous. C'est celui d'un sociologue qui dit « Je pense que le divorce des parents dans un ménage est une épreuve très pénible pour les enfants. Cette situation met en péril les intérêts des enfants qui devraient être préservés dans l'unité, l'harmonie et surtout l'amour des parents. Et même si la loi confie la garde à l'un ou l'autre des parents, suivant l'âge de l'enfant, des arguments juridiques de la séparation, des conditions morales et sociales des divorcés, il est de plus en plus remarqué que ce phénomène entraîne la monoparentalité. Et puisqu'un seul parent est désormais appelé à faire le travail de 2 personnes, l'éducation des enfants est ratée. Dans un autre contexte, c'est le nouveau mari ou la nouvelle femme d'après le divorce qui rend la vie presque cauchemardesque pour les enfants du couple divorcé. Voilà, déjà, j'annonce aux téléspectateurs que l'un de ces jours, nous allons parler des familles recomposées, comment assurer l'équilibre et le succès de ces familles-là. Nous en parlerons, c'est notre leitmotiv dans cette émission. Merci à vous.